Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour, c'est Hervé Chezeville à l'antenne pour un nouveau numéro de Panorama Info. Vendredi 8 octobre 2021, le prix Nobel de la paix sera une nouvelle fois attribué pour récompenser la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix, selon les volontés définies par le testament d'Alfred Nobel. Cela comprend la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. Comme l'avait décidé Alfred Nobel, les lauréats du prix Nobel de la paix sont choisis par un comité nommé par le Parlement norvégien, alors que les lauréats des autres prix sont sélectionnés par l'institution académique suédoise. D'ailleurs, contrairement à ceux-ci décernés lors d'une cérémonie royale le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, à Stockholm, le prix Nobel de la paix est remis à Oslo, car la Suède et la Norvège relevaient en 1901 de la même couronne, avant le divorce de ces deux pays en 1905. Du fait de cette séparation, un arrangement fut trouvé concernant le prix Nobel et la Norvège hérita du prix Nobel de la paix. Il était doté d'un montant de 10 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'1 million d'euros, réduit à 8 millions de couronnes suédoises, un peu plus de 900 000 euros. Entre 1901 et 2019, le prix Nobel de la paix a été décerné à 107 personnes et 23 organisations. 16 femmes seulement ont reçu le prix Nobel de la paix. Plus, cependant, que dans tous les autres domaines. Seulement 2 lauréats ont reçu plusieurs prix. Le Comité international de la Croix-Rouge, 3 fois, en 1917, 1944 et 1963, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2 fois, en 1954 et en 1981. Ces dernières années, il m'est arrivé de me réjouir du choix fait par le comité Nobel norvégien. Ce fut le cas en 2014, lorsqu'il fut attribué à Malala Yousafzai, cette jeune activiste des droits des femmes pakistanaises, alors âgée de 17 ans seulement. Symbole de la lutte pour l'éducation des filles et contre les talibans pakistanais, elle avait reçu plusieurs distinctions nationales et internationales à la suite de ses prises de position courageuse, alors que sa région était l'objet d'une lutte entre les talibans pakistanais et l'armée pakistanaise. Durant son enfance, Malala avait écrit un blog pour la BBC racontant son point de vue sur l'éducation et sa vie sous la domination des talibans pakistanais. Son franc-parler lui avait valu, le 9 octobre 2012, à l'âge de 15 ans, d'être la victime d'une tentative d'assassinat qui la blessa grièvement. Elle reçut une balle dans la tête pendant qu'elle prenait le bus. Cet attentat fut revendiqué par le Tehrik-e-Taliban Pakistan, mais il a été condamné par les principales autres formations politiques du pays. Cette attaque conduisit à la médiatisation internationale de Malala Yousafzai. J'eus à nouveau l'occasion de me réjouir en 2018 lorsque le prix fut attribué à 2 lauréats exceptionnels. D'abord, il s'agissait du docteur Denis Mukwege, que j'ai connu, un gynécologue de Bukavu, en République démocratique du Congo. Il est surtout connu pour être un militant des droits de l'homme et il a été surnommé « l'homme qui répare les femmes ». Il a acquis une notoriété mondiale pour son engagement contre les violences sexuelles commises contre les femmes dans l'est de son pays. Comme Malala, son engagement et son franc-parler lui ont valu la haine de certains. C'est ainsi que le 25 octobre 2012,
il fut victime d'une agression en plein centre de Bukavu. Le gardien de sa maison fut abattu après l'avoir alerté du danger. Sa voiture a été incendiée et le médecin y était ligoté. Mais grâce à l'intervention des riverains qui se portèrent à son secours, il s'en sortit sain et sauf. Depuis l'obtention du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege a lancé une campagne internationale pour qu'un tribunal pénal international soit mis sur pied afin de juger les responsables des crimes de masse et des violences commises dans l'Est de la République démocratique du Congo, qu'ils soient congolais ou étrangers. Une telle initiative a provoqué l'ire du dictateur du pays voisin, le Rwanda, dont les troupes ont largement contribué à ces violences alors qu'elles occupaient la région à partir de 1996. Pour cela, le docteur Mukwege vit sous surveillance permanente à l'intérieur même de l'hôpital qu'il dirige à Panzi, une localité de la banlieue de Bukavu. Le coloréat du gynécologue congolais était une lauréate. Il s'agissait de Nadia Mourad Bassi, une jeune militante des droits de la personne d'origine kurde et issue de la communauté yézidi, née en 1993 à Kocho, un village près de Sinjar, en Irak. Le 3 août 2014, au début de la seconde guerre civile irakienne, les djihadistes de l'État islamique attaquèrent Sinjar et la ville tomba en quelques heures. Les yézidis furent alors sommés de se convertir à l'islam par les nouveaux maîtres de la ville. C'est le 15 août suivant que l'horreur commença. Les habitants du quartier où vivaient Nadia et sa famille furent convoqués dans une école locale. Là, les femmes, les filles et les enfants furent séparés des hommes et emmenés à l'étage. De là, ils ont assisté par la fenêtre au massacre des hommes et des adolescents dans la cour. Par groupe de 20, ils furent tués par balles ou décapités. 6 frères de Nadia périrent ce jour-là. Les femmes furent triées et réparties en 3 groupes, les personnes âgées, les mères ou femmes enceintes et les filles. C'est la dernière fois que Nadia vit sa mère, placée dans un groupe différent du sien. Nadia intéressa alors un homme particulièrement grand et imposant, un monstre, comme elle le décrira, à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU en décembre 2015, qui la frappait lorsqu'elle cherchait à le dissuader de la prendre avec lui. Elle avait été emmenée avec d'autres à Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak, également contrôlée par les hommes de l'État islamique. Réduite à l'état d'esclave sexuelle, elle eut à subir un viol collectif de la part de ses gardes. Un jour, elle parvint à sauter du 2e étage par une petite fenêtre afin de s'enfuir. Mais elle fut rattrapée par un garde qui la punit en lui infligeant des brûlures de cigarettes. Pendant des mois, elle passa de propriétaire en propriétaire. Elle en connaîtra 13 au total, jusqu'au jour où son maître, un chauffeur de bus au service des djihadistes, la menaça de la vendre sur un marché aux femmes. Elle profita d'une absence de ce maître en question pour quitter les lieux et courir dans les rues, frappant désespérément aux portes afin de demander de l'aide jusqu'à ce qu'une famille d'Irakiens sunnites accepte de l'héberger. Cette famille de Mossoul lui permit de rester chez elle pendant 2 semaines avant de lui donner les papiers d'identité de leur propre fille, grâce auxquels elle parvint à franchir les postes frontières en septembre 2014. Après avoir retrouvé son frère à Tal Afar, elle rejoignit un camp de réfugiés près de Dahouk, au Kurdistan irakien. 2 de ses sœurs parvinrent à la rejoindre en janvier. En février 2015, sous le prénom d'emprunt de Bassima, elle témoigna pour la première fois au journal La Libre Belgique, alors qu'elle se trouvait dans le camp de réfugiés de Ruanga. Elle contacta une organisation d'aide aux Yazidis qui lui permit de rejoindre sa sœur en Allemagne en septembre 2015. Elle s'installa alors à Stuttgart. En décembre 2015, elle implora le Conseil de sécurité des Nations Unies d'intervenir contre l'État islamique, accusant le groupe terroriste de génocide contre les Yézidis. Elle devint ensuite ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour la dignité
des victimes de trafic d'êtres humains le 16 septembre 2016. Malheureusement, il m'est souvent arrivé de déplorer et même de dénoncer les choix faits par le comité Nobel norvégien. Ce fut particulièrement le cas en 2009, lorsque le prix Nobel de la paix fut attribué à Barack Obama, nouvellement élu président des États-Unis, alors qu'il n'avait rien fait pour la paix pour justifier d'un tel choix. Le reste de son premier mandat, ainsi que le suivant, ne devait d'ailleurs pas justifier a posteriori ce prestigieux prix. Barack Obama s'est en effet illustré par la poursuite, voire l'intensification des guerres d'Afghanistan et d'Irak, et il n'a pas su ou pas voulu mettre un terme à la guerre civile de Syrie, déclenchée durant son premier mandat. Il a également inspiré et soutenu l'opération franco-britannique contre la Libye, avec les résultats catastrophiques que l'on sait. Non, vraiment, Barack Obama ne méritait pas le prix Nobel de la paix. Les deux derniers lauréats de ce prix, en 2019 et en 2020, furent peut-être encore plus déplorables. En octobre 2019, le prix Nobel de la paix a en effet été attribué à un certain Abiy Ahmed Ali, devenu Premier ministre d'Éthiopie l'année précédente. Pour motiver un tel choix, le comité Nobel norvégien a indiqué avoir voulu récompenser les efforts d'Abiy Ahmed en vue d'instaurer la paix entre son pays et l'Érythrée. Rappelons que l'ancienne colonie italienne d'Érythrée avait été attribuée à l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale et que, de 1961 à 1991, les mouvements de libération érythréens menèrent une longue lutte d'indépendance contre l'Éthiopie, qui s'est achevée par un référendum et une séparation pacifique en 1993. Mais un désaccord sur le tracé de la frontière entre les deux pays aboutit au déclenchement d'une sanglante guerre entre les armées des deux pays de 1998 à l'an 2000, qui fit des dizaines de milliers de morts de part et d'autre. La tension persista sur la frontière, le tracé de la frontière étant encore contesté. C'est dans ce contexte que le nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, envoya une délégation à Asmara, la capitale érythréenne, afin de trouver un accord définitif. Puis, le 9 juillet, le président érythréen Isaias Afewerki et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, réunis à Asmara, conclurent un accord de paix entre leurs deux pays. Ce traité de paix s'inscrivait dans une volonté commune de développer leur économie. Le 16 septembre 2018, Isaias Afewerki et Abiy Ahmed ont signé un accord consolidant leur réconciliation et renforçant la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. La signature de cet accord s'est déroulée en Arabie Saoudite, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du roi Salman Ben Abdelaziz et du prince héritier Mohammed Ben Salman. Ce sont ces efforts pour parvenir à une paix définitive et durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée que le comité Nobel norvégien a voulu récompenser. Malheureusement, l'homme de paix, Abiy Ahmed, s'est ensuite transformé en homme de guerre, puisqu'il n'a pas hésité à tenter de réprimer par les armes la province éthiopienne du Tigré, frontalière de l'Érythrée. Depuis 1994, l'Éthiopie était un État fédéral divisé en régions établies sur des bases ethniques. L'Éthiopie compte de nombreuses ethnies. L'Éthiopie était alors un État autoritaire, dirigé depuis des décennies par la même coalition, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, FDRPE, au sein de laquelle la minorité tigréenne possédait une part du pouvoir très importante par rapport à ce qu'elle représentait au niveau de la population, puisque les Tigréens ne sont que 6% de la population en Éthiopie. Cette hégémonie tigréenne sur le pouvoir fut particulièrement pesante sous les mandats de l'homme fort tigréen et éthiopien, donc, Meles Zenawi, Premier ministre de 1995 à sa mort
en 2012. La situation changea au début de l'année 2018, alors que le pays était agité par des troubles sociopolitiques qui conduisirent à la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. C'est alors que le FDRPE nomma Abiy Ahmed au poste de Premier ministre d'Éthiopie le 2 avril 2018. Celui-ci n'est pas un Tigréen. Il est considéré comme un Oromo, qui est la principale ethnie en nombre absolu d'Éthiopie. Le père d'Abiy Ahmed est effectivement un Oromo musulman et sa mère est une Amhara chrétienne orthodoxe. Le nouveau Premier ministre se lança très vite dans un vaste programme de réformes. Réformes qui inclurent la coalition du FDRPE, la coalition au pouvoir, à qui il devait le poste de Premier ministre. Le but étant de transformer cette coalition en une structure nationale centralisée, composée de 4 partis ethno-régionaux implantés indépendamment les uns des autres dans les régions Oromo, Amhara, Tigré et aussi dans la région des peuples du Sud. Ces différents partis, ces 4 partis, devaient être fusionnés en une seule formation, le Parti de la Prospérité. Mais la composante tigréenne, le Front de Libération du Peuple du Tigré, FLPT, refusa son incorporation au sein du nouveau parti. Le FLPT, qui dirigeait seul la région du Tigré, accusa le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed d'avoir progressivement marginalisé la minorité tigréenne, qui, je le rappelle, ne représente que 6% de la population, au sein de la coalition au pouvoir. Et le FLPT l'a depuis quitté cette coalition, se positionnant de facto dans l'opposition depuis 2018. À partir du report des élections législatives éthiopiennes de 2021, qui devaient se tenir en août 2020, le FLPT adopta alors un objectif clairement séparatiste et lança, le 4 novembre 2020, une attaque contre les bases des forces de défense nationale éthiopiennes, c'est-à-dire de l'armée éthiopienne, à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dancha, une ville de l'ouest de la région. Le 5 novembre, le gouvernement éthiopien proclama l'état d'urgence pour une période de 6 mois. Dans le même temps, il lançait une opération militaire appuyée par l'artillerie contre le Front de libération du peuple tigréen. Le même jour, le président de ce front, Debretsion Gebre-Mikaël, confirma que les forces tigréennes contrôlaient le quartier général du commandement nord de l'armée éthiopienne et avaient saisi la plupart de ses armes. Debretsion a également déclaré que le commandement du Nord lui-même avait fait défection et rejoint la rébellion et que l'armée de l'air éthiopienne bombardait des zones proches de Mekele, la capitale du Tigré. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, après une défaite face aux forces gouvernementales, les miliciens tigréens massacrèrent environ 600 civils Amhara à Maïkadra. Le lendemain, l'armée éthiopienne s'empara de cette ville. Le 14 novembre, le FLPT tira plusieurs missiles depuis la région du Tigré vers Asmara, la capitale de l'Érythrée, tout en accusant l'armée éthiopienne d'utiliser l'aéroport d'Asmara pour bombarder la région. Et il considérait donc Asmara comme une cible légitime. Jusqu'à la fin de novembre 2020, l'armée gouvernementale procéda à la reconquête de la province du Tigré. Et le 29 novembre, le gouvernement éthiopien annonça la reprise de la ville de Mekele, la capitale provinciale. Des accusations de nettoyage ethnique furent alors lancées contre les autorités éthiopiennes. Accusations reprises à son compte par le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, en mars 2021. Le 15 du même mois, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, la haute commissaire Michelle Bachelet, accéda à la demande de la Commission pour les droits de l'homme éthiopienne concernant l'ouverture d'une enquête conjointe à la suite de la dénonciation par des habitants du Tigré de massacres et de violences sexuelles à grande échelle
à l'encontre des populations civiles de la province par les forces de sécurité éthiopiennes. Bien qu'il ne contrôlât plus aucune grande ville depuis des mois, le FLPT affirma être en train de se regrouper dans des zones rurales reculées. Finalement, ce fut le 18 avril qu'il lança son offensive, à 3 jours des élections nationales très attendues, qui se sont tenues dans le reste de l'Éthiopie. 5 jours après le déclenchement de l'offensive des rebelles tigréens, il a été fait état de plus de 4000 prisonniers de guerre, dont le commandant de la 11e division éthiopienne, et de lourdes pertes matérielles infligées par les forces du Tigré aux 11e et 33e divisions éthiopiennes, et à des unités érythréennes. Le 28 juin 2021, 7 mois jour pour jour après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l'armée fédérale éthiopienne, la capitale régionale était reprise sans combat par les forces rebelles tigréennes. Les forces fédérales de l'Éthiopie et leurs alliés érythréens évacuèrent alors la plupart des grandes villes du Tigré. Le 29, plusieurs de ces villes repassèrent sous le contrôle des forces du Tigré. Plusieurs milliers de prisonniers de guerre éthiopiens furent contraints de défiler dans les rues de Mekele le 2 juin 2021 avant d'être emprisonnés. Le dirigeant du FLPT, Debretsion Gebremichael, déclara à cette occasion que ses combattants avaient capturé plus de 6000 soldats. Le 10 août, le cessez-le-feu humanitaire unilatéral annoncé fin juin par Addis Abeba était définitivement enterré et Abiy Ahmed lança un appel à la mobilisation générale. Il expliqua que, je cite, « c'est le moment pour tous les Éthiopiens aptes et majeurs de montrer leur patriotisme ». Fin de citation. Après le déclenchement de ce conflit, la malnutrition au Tigré était Je reprends. Avant le déclenchement de ce conflit, je vous prie de m'excuser, la malnutrition au Tigré était déjà en hausse en raison du Covid-19 et de l'infestation de criquets pèlerins, avec une augmentation de 34% des admissions d'enfants gravement malnutris entre janvier et août 2020 par rapport à la même période en 2019. À la mi-décembre 2020, 950 000 déplacés liés à ce conflit étaient recensés, dont 50 000 réfugiés au Soudan voisin. Au 15 janvier 2021, les routes d'approvisionnement étant coupées et la saison des récoltes affectée par le conflit, des rapports indiquaient que la nourriture n'était pas disponible ou était extrêmement limitée sur les marchés et dans les camps au Soudan. Le 26 avril 2021, Amnesty International dénonça des crimes contre l'humanité au Tigré. L'Association de défense des droits de l'homme a rassemblé des dizaines de témoignages détaillant des exécutions sommaires de centaines de civils perpétrées fin novembre 2020 par l'armée érythréenne. Dans son rapport, Amnesty appelait à une enquête menée par l'ONU sur les violences perpétrées à Aksum, dans le cadre d'une enquête internationale plus large sur ce conflit. Le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique orientale et australe déclara que les troupes érythréennes se sont déchaînées et ont systématiquement tué des centaines de civils de sang-froid, ce qui semble constituer des crimes contre l'humanité. La pression internationale s'accrut alors pour que le Premier ministre Abiy Ahmed rétablisse la paix. Les responsables éthiopiens et érythréens ont nié que les forces érythréennes aient été impliquées dans le conflit du Tigré, malgré les récits des témoins. Certes, dans ce conflit au Tigré, tous les torts ne sont pas du côté du gouvernement éthiopien, mais le Premier ministre, prix Nobel de la paix, a cependant lancé son armée dans une reconquête militaire de la province rebelle, avec l'appui de surcroît de l'armée du voisin érythréen. Les opérations militaires ont été accompagnées de graves crimes contre la population civile et elles ont provoqué une crise humanitaire de grande ampleur. Je n'hésite donc pas à affirmer que le Premier ministre Abiy Ahmed ne mérite pas son prix Nobel de la paix et qu'en le lui attribuant,
le comité Nobel norvégien a commis une énorme erreur de jugement qui entache gravement le prestige de ce prix. Et ce jugement sans doute dur que j'exprime a été confirmé ces derniers jours par le fait que le gouvernement éthiopien, sur ordre du Premier ministre, a expulsé les principaux responsables des Nations Unies à Addis Abeba du fait de rapports qui avaient été produits par les Nations Unies pour dénoncer ces crimes de guerre. Enfin, l'an passé, en octobre 2020, le prix Nobel de la paix était attribué au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. J'aurais dû me réjouir de cette attribution, puisque j'ai travaillé pour le PAM pendant près de 10 années dans différents pays d'Afrique. Pourtant, cette nouvelle m'affligea, car mon expérience dans cette organisation m'avait appris beaucoup de choses. J'y avais découvert l'ampleur de sa lourdeur bureaucratique, de sa corruption interne et des détournements massifs de l'aide alimentaire, que ce soit par des agents du PAM ou par des partenaires gouvernementaux ou humanitaires à qui cette nourriture était remise. J'ai donc trouvé pour le moins contestable que le prix Nobel de la paix soit remis à une telle organisation. L'an passé, lors d'une émission à la même époque de l'année, j'avais plaidé pour que le prix Nobel de la paix soit attribué au cacique amazonien Raoni, grand défenseur de la grande forêt et des peuples indigènes qui y vivent depuis des dizaines de milliers d'années. Non, je ne pensais pas qu'à 88 ans, le vieux chef avait la capacité de stopper à lui tout seul le processus d'écocide. Mais après des décennies de lutte, Raoni était devenu le symbole des combats de tous les peuples autochtones du monde. Le prix Nobel de la paix lui aurait permis de mettre en lumière le sort des tribus amazoniennes, mais aussi celles du bassin du Congo, de Bornéo, de Papouasie, d'Australie, de Nouvelle-Calédonie, du Grand Nord canadien et d'ailleurs. Les injustices qui leur ont été faites depuis des siècles ne pourront jamais être réparées. Mais au moins, le prix Nobel de la paix aurait-il permis d'amorcer un début de prise de conscience du monde entier face aux véritables crimes contre l'humanité que constituent le saccage des grandes forêts primaires de la planète et la disparition des peuples autochtones. Cette année, et ce sera ma conclusion, je réitère donc mon appel de l'an passé pour que le prix Nobel de la paix soit remis au chef Raoni. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine. Nous saurons alors qui est le lauréat de ce prix pour l'année 2021.